Alors que le naufrage d'un navire au large des côtes françaises va causer des dommages irréversibles, la question écologique revient au cœur des débats. Les marches pour le climat et autres affaires du siècle paraissent bien superficielles face aux enjeux concrets de l'écologie. La majorité en marche arrière sur la réduction du nombre de parlementaires. La promesse de campagne d'Emmanuel Macron de réduire le nombre de députés devrait passer à la trappe, les élus se sachant menacés par une telle disposition. Revoilà la tour triangle. Alors que le projet suscite de nombreuses controverses depuis plusieurs années, le gouvernement a décidé de lui donner un coup de pouce. Une aide loin d'être anodine alors que plane l'ombre d'un petit arrangement impliquant le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Madame, monsieur, bonsoir. Le spectre de l'Erika plane sur les côtes atlantiques. Un navire de marchandises a coulé après avoir pris feu au large de La Rochelle. Alors que les questions écologiques occupent le débat public, cet épisode met en lumière les incohérences du gouvernement sur la question, sur fond de démagogie climatique. Olivier Frère-Jacques. 3 jours après l'incendie qui a conduit au naufrage du navire de transport italien Grande America, la question de l'écologie prend une résonance toute particulière. L'incident s'est déroulé à 200 mètres des côtes françaises et le bateau en question transportait des véhicules et des matières dangereuses ainsi que 2200 tonnes de fioul lourd. Les côtes françaises sont à présent menacées par une nappe d'hydrocarbures, un accident maritime grave donc, mais qu'il s'agit néanmoins de situer vis-à-vis des précédentes catastrophes en la matière, comme le précise Stéphanie Bignon, ingénieure spécialisée en intervention sous-marine. Je ne minimise pas la pollution qui serait désagréable, mais si on prend par exemple une date anniversaire, 1978, c'est la Moco Cadiz, qui le 16 mars, donc c'est quasiment une date anniversaire. La Moco Cadiz, c'était 227 000 tonnes de brut qui se déversent sur les côtes bretonnes. Là, on parle d'un navire qui n'est pas un supertanker, qui ne transporte pas de brut. Il transporte le fuel nécessaire à son déplacement. Donc c'est 2200 tonnes. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Des moyens ont d'ores et déjà été mis en œuvre avec notamment 4 navires dédiés à la lutte anti-pollution mobilisés. Les autorités publiques préparent également un plan de dépollution sur terre. Le navire ayant coulé par 4600 mètres de fond, les opérations de pompe vont s'avérer délicates. Et comme après chaque accident maritime, le moment de trouver des responsables a très vite suivi l'indignation. Pour Stéphanie Bignon, il s'agit d'un problème général du secteur de transport maritime, à savoir l'intensité des échanges sur mer et la qualification du personnel navigant. Le plus important et qui n'est pas traité vraiment, c'est l'état de la flotte de transport de marchandises. L'état de la flotte de transport de marchandises et l'état et le niveau de formation, le niveau de rémunération de ces marins, la qualification des marins. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une intensification. Est-ce qu'elle est justifiée, cette intensification ? Est-ce que le transport est, je dirais, rationalisé en termes de moyens, de lutte anti-pollution, de lutte de gestion des risques à sa juste hauteur? C'est en fait la vraie question. La course au profit et l'intensification des échanges en ligne de mire donc. Et pour cause, si l'on n'a jamais autant parlé d'écologie, la mise en adéquation des vœux pieux pour la planète et les comportements qui devraient en résulter ne semblent pas en bonne voie. La faute à une volonté de poursuivre les activités humaines sans s'attaquer aux causes des accidents. Alors, quand on a un ministre de la transition écologique, rien que le terme me fait sourire, et la question n'est pas bien posée par ces personnages qui sont censés nous diriger, en fait. La vraie question, c'est moins un affolement autour de la pollution que de se demander pourquoi ce genre d'accident arrive et la gestion de ces accidents, en fait. Et la fréquence du trafic est-elle justifiée, en fait. L'écologie ministérielle en échec, mais pas seulement, avec la pétition de l'affaire du siècle, qui a tout de même réuni plus de 2 millions de signataires, et le recours de plusieurs associations devant le tribunal administratif de Paris contre l'État français pour action insuffisante face au dérèglement climatique. C'est tout un secteur associatif qui se mobilise. Des initiatives à valeur symbolique menées notamment par des associations comme Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire ou la Fondation Hulot. Une valeur symbolique forte mais finalement peu concrète à l'image des manifestations de lycéens et autres étudiants contre le dérèglement climatique. Plein de bonnes intentions peut-être, mais on imagine mal ces militants citadins venir prêter main forte aux professionnels et volontaires qui devront ramasser les déchets de la marée noire sur les côtes françaises. À travers l'épisode du naufrage du Grande America, c'est bien toute la difficulté de la démarche écologique qui peut être pointée du doigt. Une écologie tantôt pervertie par l'idéologie, tantôt par l'électoralisme et donc bien souvent déconnectée du réel. Les galettes qui vont arriver sur nos côtes, elles, seront bien réelles.
Un pas en avant, deux en arrière. Alors qu'Emmanuel Macron avait promis de revoir à la baisse le nombre de parlementaires, les députés de la majorité changent leur fusil d'épaule. Malmenés par la crise des Gilets jaunes, ils prétextent le risque de coupure avec le terrain pour éviter de perdre leur siège. Le temps des promesses est passé à La République en marche. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait formulé sa volonté de voir un Parlement moins nombreux mais renforcé dans ses moyens. Un vœu réaffirmé lors du congrès de Versailles et applaudi dès demain par les députés de La République en marche, fraîchement élus. 2 ans plus tard, le ton a bien changé et le frein à ce sujet a été tiré. Intégré dans un lot de 3 textes institutionnels que l'exécutif négocie avec le Sénat, le projet de baisse du nombre de parlementaires a finalement été reporté quand l'Assemblée nationale a dû geler l'examen de la révision constitutionnelle l'été dernier en pleine tempête Benalla. Et le temps n'a semble-t-il pas arrangé les affaires des 310 députés affiliés au parti présidentiel. En effet, depuis, de l'eau est passée sous les ponts, ou plutôt les gilets jaunes ont investi les ronds-points. Après avoir tenté pendant des semaines d'éteindre la crise, notamment dans les salles de leur circonscription où se tenaient les consultations du grand débat national, les députés se sentent désormais sur un siège éjectable. Le désamour des électeurs couplé à une réduction du nombre de places pourrait ainsi leur être fatal lors des prochaines élections législatives. Face à ce risque, les parlementaires ont ressorti la carte de la coupure avec les Français, une baisse d'un tiers menant à un affaiblissement du lien entre les élus et les territoires, en particulier ruraux, selon les différents témoignages. Un argument peu recevable alors que la plupart des députés sont jugés trop souvent hors sol et pas assez proches de leurs électeurs. D'ailleurs, il suffit de constater leur jour de présence en permanence, c'est-à-dire localement ou dans l'hémicycle, pour se rendre compte qu'ils sont régulièrement aux abonnés absents. Ainsi, il s'agit avant tout d'un prétexte pour étouffer la polémique et conserver leur situation plus qu'avantageuse. Un salaire de plus de 5 300 € net par mois sans compter les frais complémentaires. Cependant, le sujet est plus que jamais sur la table et même les marcheurs aujourd'hui sceptiques sur la mesure voient mal comment faire marche arrière sur un engagement de campagne aussi emblématique. Face à la réticence ambiante, une seule option pourrait permettre de faire bouger les lignes, celle du référendum. Le gouvernement donne un coup de pouce à la tour Triangle. Publié dans la plus grande discrétion en février dernier, un décret va permettre d'accélérer les constructions proches des sites olympiques en vue des JO 2024 de Paris. Un texte qui inclut la très controversée tour Triangle, pourtant étrangère à la compétition. Après la pyramide du Louvre, la tour Triangle, le gouvernement vient de donner un nouvel élan au projet dans les tuyaux depuis 2008. Une tour triangulaire de 42 étages en plein cœur de Paris. Après avoir suscité l'indignation des amoureux de l'architecture de la capitale, la tour Triangle de 180 mètres de haut, située au sud du 15e arrondissement, près de la porte de Versailles, à proximité du Palais des Sports, avait été approuvée à une courte majorité par le Conseil de Paris le 30 juin 2015. Mais début 2018, plusieurs associations ont déposé une plainte contre la ville de Paris qui aurait accordé un permis de construire sans mise en concurrence. Une victoire pour les détracteurs, mais c'était sans compter la bienveillance du gouvernement Philippe. En effet, dans la discrétion la plus totale, l'exécutif a décidé de mettre la main à la pâte en publiant le 14 février dernier un décret pour accélérer la construction de cette gigantesque pyramide. Grâce à ce texte, la tour Triangle va bénéficier des procédures d'urbanisme accélérées et simplifiées prévues par un décret du 26 juin 2018 relatif à la loi dite olympique pour les équipements des Jeux Olympiques 2024. Un traitement de faveur octroyé du simple fait de la proximité avec des installations olympiques. Les compétitions de handball et de tennis de table devant se dérouler au parc des expositions de la Porte de Versailles, soit à quelques centaines de mètres. Une ficelle un peu grossière alors que la tour Triangle devrait abriter des bureaux et des commerces. Rien à voir avec le sport. Mais si l'on regarde de plus près, on comprend un peu plus l'intérêt du gouvernement à favoriser la construction d'un tel édifice. Pour cela, il faut se tourner du côté du promoteur de la tour Triangle, Unibail-Rodamco. En effet, Benjamin Griveaux, actuel porte-parole du gouvernement, le connaît très bien puisqu'il a été le directeur de communication d'Unibail entre 2014 et 2016. Un poste rémunérateur car Benjamin Griveaux percevait un salaire de près de 15 000 € net par mois. De quoi laisser planer quelques doutes
doute quant à l'impartialité de l'exécutif. De surcroît, le gouvernement a tenté de camoufler l'affaire en ne nommant pas directement la tour Triangle dans ce fameux décret. En effet, il est simplement indiqué un projet immobilier situé du 4 au 30 avenue Ernest Renan dans le 15e arrondissement, une adresse correspondant exactement à l'emplacement prévu pour l'édifice. Avec ses petits arrangements entre amis, l'exécutif cajole Unibail qui pourrait lui rendre l'appareil, surtout lorsque l'on sait que Benjamin Griveaux est pressenti pour être le candidat La République En Marche à la mairie de Paris en 2020. La boucle est bouclée. Et on retrouve à présent Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Première rougeole meurtrière de l'année en France. Mercredi, l'agence sanitaire Santé publique France a annoncé un premier décès dû à cette maladie extrêmement contagieuse. Depuis le début de l'année 2019, la rougeole a touché 350 personnes et 100 patients ont été hospitalisés. Un bilan inférieur à celui de l'année dernière sur la même période. Sur l'ensemble de l'année 2018, 3 personnes étaient décédées de la rougeole, maladie très contagieuse qui peut causer des complications graves. Theresa May court après le temps. Après avoir subi 2 revers consécutifs concernant l'accord de divorce négocié avec l'Union européenne, le Premier ministre britannique persiste et une motion gouvernementale proposant un léger report du Brexit a été débattue ce jeudi à la Chambre des communes. La sortie de l'Union européenne pourrait finalement être repoussée au 30 juin si les députés approuvent l'accord d'ici le 20 mars. En cas de nouveau rejet, le report devra aller au-delà du 30 juin et impliquera que le pays organise des élections pour le Parlement européen en mai prochain. Une grève des avortements, c'est ce que menace de mettre en application le syndicat national des gynécologues obstétriciens de France. Une menace qui n'est pas du goût du ministre de la Santé Agnès Buzyn. Cette dernière s'est empressée d'évoquer une inadmissible prise en otage des femmes. Le syndicat envisage cette action pour faire pression sur le ministère de la Santé afin de régler le cas de 15 médecins condamnés à de lourds dommages pour erreur médicale et assume le fait de vouloir faire scandale. Le ministre a reçu le soutien de l'Ordre des médecins dans cette petite polémique entre modernes. En France, le nombre d'avortements pratiqués chaque année dépasse les 200 000 enfants. Féminicide, le petit nouveau de la novlangue. Alors que les violences faites aux femmes et les chiffres du nombre d'épouses mortes sous les coups de leur mari ont de quoi inquiéter, le concept de féminicide créé en 1976 et introduit dans le Robert en 2015 est aujourd'hui largement relayé dans les médias. L'utilisation désormais massive de ce terme n'est pas anodine et s'inscrit dans la tendance générale à segmenter les qualifications pénales des crimes. Le terme pourrait même faire son apparition dans les textes législatifs et mettre encore un peu plus à mal le caractère général et impersonnel de la loi. Les nouvelles fontaines des Champs-Élysées font débat alors que les fontaines Lalique se sont fait grand remplacer par des œuvres de 2 designers français sur un rond-point de la grande avenue parisienne. Ce petit changement crée la polémique et nombreux sont les internautes remontés contre les nouvelles fontaines. Raillées sur Internet, celles-ci sont souvent comparées à du mobilier de salle de bain. L'inauguration des fontaines de la Discorde aura lieu le 21 mars prochain. Soyouz MS-1, décollage imminent. Les astronautes de la NASA et le cosmonaute russe se sont exprimés sur le lancement de la fusée qui les mènera à la station internationale. Alors que ces aventuriers de l'espace décollaient aujourd'hui, la confiance était de mise avant le départ. So I'm 100% confident in the rocket and the spacecraft to deliver us to the station and bring us home safely. The Soyuz vehicle itself is extremely reliable, and its reliability stays the same both before and after every flight. But what does change is the experience of the team. Every flight that we experience, we learn from, and that's exactly why I'm even more sure of the success of the mission with every flight. TV Liberté poursuit ses rencontres avec le public. Après Rennes la semaine dernière, les représentants de la chaîne vous donnent rendez-vous ce jeudi soir à Orléans et le 17 mars pour les assises de la France des Gilets jaunes. Cet événement se déroulera de 10h à 18h à l'espace Jean Monnet de Rungis dans le Val-de-Marne. Pour fêter les 4 mois de la mobilisation, de nombreux débats et des tables rondes seront organisés. Sur place, vous pouvez retrouver notamment Frédéric Pichon, Michel Touris, syndicaliste policier, mais également des figures de TV Liberté, le directeur général Martial Bild et Jean-Yves Le Gallou. Et dans un instant, notre Zoom du jour, le célèbre éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol, décrit depuis des années la longue décrépitude de la politique française. Du scrutin présidentiel aux Gilets jaunes, ses analyses sont souvent proches de la réalité.
l'on voit bien que la force de répression s'est abattue sur les Gilets jaunes avec tous les dégâts que l'on a pu avoir, les dégâts physiques que l'on a pu avoir avec ces hommes et ces femmes qui ont été blessés, qui ont perdu un œil, qui une main, qui des doigts, etc. Pour des faits qui se reproduisent quasiment tous les jours dans les cités insurrectionnelles et qui, là, ne mobilisent pas l'armée, ni la police, ni on n'a jamais vu des borgnées dans les banlieues. Et non seulement ça, mais on ne fait même pas usage, je ne crois pas, enfin, de ces armes-là. Et donc, oui, naturellement, il y a eu un deux poids, deux mesures, mais c'est un deux poids, deux mesures que les Gilets jaunes voient eux-mêmes, parce que toute cette société oubliée est une société qui s'est sentie oubliée par rapport à cette préférence immigrée qui a été donnée depuis 30 ans, 40 ans, à la Nouvelle-France, à la France de demain, à la France multiethnique qui s'est installée dans les cités et qui est très protégée, dans le fond, par le pouvoir, par les pouvoirs. Ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la différence de traitement entre la révolte algérienne et le mouvement des Gilets jaunes, la possibilité de voir la France céder à l'Union européenne son siège à l'ONU et le cas d'une boulangère autoproclamée victime de racisme. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. L'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais souvent offerte par l'actualité. Et il se trouve que récemment, Gustave m'a reparlé d'un vieux sujet de division entre les gens de droite et les gens de gauche. C'est: a-t-on le droit de décrire les gens par leur physique? A-t-on le droit de dire et d'écrire celui-là, je ne peux pas le blairer? Question qui vient d'être posée publiquement, une fois de plus, parce qu'un livre, celui du député Ruffin, est sorti, qui disait d'Emmanuel Macron à peu près la même chose que moi il y a 18 mois, à savoir le peuple français n'aime pas ce genre de museau lisse avec un rictus du genre « cause toujours tu m'intéresses ». Ça, c'était avant l'élection. Il y a eu, comme on le sait ensuite, une ivresse artificielle à son sujet. Mais je maintiens, puisque les fameuses foules haineuses semblent me donner raison, qu'il y a entre le jeune président Macron et le peuple, comme je l'ai déjà dit, le même rapport qu'entre Thierry Lhermitte et Jacques Villeray dans le dîner de cons. Pour parler plus directement, on verrait bien Jacques Villeray avec un gilet jaune, et dans une version actuelle du film, on verrait bien aussi Thierry Lhermitte inviter un représentant gilet jaune pour en faire le héros de son fameux dîner, au milieu de 3 amis avocats d'affaires qui se moqueraient de lui en disant « c'est cela, oui ». On retrouve là encore une ligne de frontière entre le peuple et les élites, mais pas celle que vous croyez. Cette fois, je voudrais souligner que dans le peuple un peu poujadiste, qui retrouve du poil de la bête en ce moment, le fait de désigner quelqu'un par son grand nez, ou par sa petite taille, ou par son embonpoint, a fortiori par sa couleur, quand on en parle à des tiers, est encore assez courant et personne n'y trouve à redire, alors que chez les élites formatées par le socialisme, et ça inclut largement des Alain Juppé, des Raffarin, chez les élites, dis-je, où on vous parle tout le temps pourtant de diversité, eh bien on se conduit dans la conversation comme si tout le monde était absolument pareil. On vous dit jamais, tu sais, cette fille avec les yeux très écartés et puis des racines apparentes qui ressemble un peu à une fille du Muppet Show. Non, on vous dit, c'est une fille qui a un parcours intéressant. On vous dit donc toutes les fadaises abstraites qu'on trouve sur un CV, comme si le portrait des gens, c'était leur dossier et comme si c'était plus leur visage. On dit jamais qu'ils ont les yeux verts. Même à table, quand on vous présente à une inconnue, vous n'avez plus le droit de lui dire qu'elle a des yeux magnifiques. C'est fini, c'est une offense, c'est déplacé. Vous mettez l'accent sur le physique, c'est pas bien. Alors d'où vient cet interdit auquel, je le répète, le peuple, et singulièrement celui de Campagnol, résiste depuis 30 ans, en dépit de toutes les
les hypocrisies et de toutes les Christine Angot qui font la police sur les plateaux en disant non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites. Ben, si, on se rend très bien compte, hein, Christine, c'est pour ça qu'on le dit. Et puis bon, on n'a pas besoin de garde-chiourme. Puis la postérité, à cause de tous les sujets enregistrés où vous passez pour une idiote, risque d'être assez sévère à votre égard. Pour en revenir, après cette parenthèse impromptue, mais pas hors sujet, au tabou de la description physique, eh bien ça nous vient de l'Amérique, du christianisme et aussi du féminisme. Oui, parce que chez les chrétiens confis en dévotion du siècle dernier, qui partagent la même conviction que les naturalistes de gauche à la Zola, eh bien on ne parle pas du physique des gens, surtout pour le rapporter à leur profil moral. C'est mal. On ne dit plus, comme dans Balzac, la laideur de son âme était inscrite sur son visage, toute sa physionomie était renfrognée, fanée comme une pomme sèche, etc. Chez Proust, les gens ont aussi des teints de peau particuliers, des cheveux sous l'oreille, des traits physiques qui font qu'on en tombe amoureux ou non. Tandis que chez Zola, jamais. Quand vous faites une recherche thématique sur toute l'œuvre de Zola, le mot teint est utilisé 3 fois et jamais pour les visages. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les années 1920, on commence à généraliser à gauche l'idée que parler du physique des gens est une faute de goût, alors que la droite, par réaction, fait le contraire et vous décrit ses employés de maison ou ses cousins de province comme dans un portrait littéraire. Donc peu à peu, jusqu'à la guerre de 40, l'interdiction de désigner quelqu'un par son physique devient un véritable interdit généralisé à cause de la terreur d'être pris pour raciste aussi. Du coup, dans les années 80-90, aux États-Unis, quand vous aviez rendez-vous dans la rue pour un entretien avec un type dont vous n'aviez jamais vu la photo, il ne se décrivait pas lui-même un seul instant au téléphone. C'était vous qui étiez obligé de lui dire « je suis barbu, je mesure 1m70 » et encore, ça passait là encore pour une faute de goût. Nous en sommes là, il est peut-être temps d'enrayer ce phénomène, mais certains pensent qu'il est déjà trop tard. Abonnez-vous, on verra bien. Merci. Ces deux mondes sont-ils irréconciliables? N'en déplaise à Brigitte, le contenu du portefeuille des Français les font plutôt regarder du côté des ronds-points. Aujourd'hui, en France, le salaire médian se situe aux alentours de 1 700 €, ce qui signifie que la moitié de la population française, avouez que ce n'est pas rien, touche un salaire inférieur ou égal à 1 700 € par mois. Bigre! À de tels niveaux, on frôle l'indécence. Et un autre chiffre intéressant, une personne dont le niveau de vie, dont le salaire est supérieur à 2 700 € par mois, fait partie des 20% des Français les plus riches. Oui, c'est bien ce que je dis, quand on a moins de 3 000 € par mois, on fait partie des 20% des Français les plus riches. Évidemment, à ce niveau de salaire, on ne fait probablement pas tout à fait jeu égal avec Bernard Arnault ou autre François Pinault. Tout cela paraît tout de même un peu inconcevable. Où en est la France d'Emmanuel Macron qui, prenant la relève d'années de hollandisme et de nombreuses années de pseudo-droite, aboutit à des tels écarts de niveau de vie? Ce n'est pas franchement ce que l'on peut appeler une victoire économique. Ces chiffres nous permettent de toucher du doigt la façon précise dont le marasme matériel englue aujourd'hui les Français. L'essentiel des Français végète aujourd'hui dans une très grosse classe moyenne qui a du mal à se projeter dans le lendemain. Pas complètement à la rue, mais qui a bien du mal à se projeter, à construire, à investir. Comme l'ont signalé de nombreux sociologues, la France des Gilets jaunes n'est pas forcément une France des pauvres, entre guillemets, mais elle n'est évidemment pas une France des riches. Rappelons d'ailleurs simplement que l'écart entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires était, il y a un demi-siècle, de l'ordre de 1 à 20. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 1 à 200, 300 ou même 400. La réalité économique actuelle est assez tragique. Depuis un demi-siècle, les mondialistes, en faisant fi de toutes les règles économiques de base, nous ont conduits directement où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la vraie richesse s'appelle la liberté,
la liberté d'agir, la liberté de se tourner vers l'avenir pour soi-même, pour sa famille, dans un cadre général plus protecteur que le désordre actuel. L'immense majorité des Français, aujourd'hui, ne disposent pas d'une telle liberté et essaient désespérément et par tous les moyens de la conquérir. Le chemin est long, il risque d'être encore parsemé d'embûches. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.